Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier. Aujourd'hui, on parle des ventes interactives avec notre invité Quentin Saint-Guilhem. Bonjour Quentin. Bonjour Marc. Alors Quentin, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est une vente interactive et en quoi elle diffère d'une méthode plus traditionnelle de transaction immobilière? Ok, écoutez, avec plaisir, c'est une question que j'adore. Mais j'espère. On a tendance, rapprochez-vous de votre micro. le préciser, à confondre les enchères en ligne ou du moins faire un mauvais amalgame avec la vente interactive. La vraie définition d'une vente interactive, c'est tout simplement une vente dans laquelle on crée une interaction entre les acheteurs au travers d'une salle de vente virtuelle qui est créée pour la vente d'un bien et qui permet de créer une compétition saine dans un cadre sécurisé avec un maximum de transparence. Alors, on connaît le principe des enchères et notamment qui est très ancien et notamment dans l'art ou encore les biens immobiliers. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre ces dernières années pour voir ce modèle s'imposer dans l'immobilier? Écoutez, je pense que le changement est difficile à inscrire. Aujourd'hui, il faut avoir conscience que la vente interactive est en train d'être évangélisée par plusieurs acteurs. Tout simplement, ça commence à prendre parce que on se rend compte que dans d'autres pays, ça fonctionne bien. Aux États-Unis, quand on présente un bien sur le marché, on part d'un prix compétitif et on négocie vers le haut. En France, les vendeurs préfèrent partir de haut pour pouvoir négocier vers le bas. L'idée, c'est de changer un petit peu de paradigme. La solution qu'on propose aujourd'hui, Squarimo, est tout simplement une solution qui propose à la fois des enchères, mais surtout des ventes non pas classiques, mais modernes. Le principe de la vente moderne, c'est de plus bloquer un vendeur sur un prix et d'instaurer cette discussion, je dirais, avec un maximum d'acheteurs et plutôt à la hausse que à la baisse. Alors, l'un des principaux atouts mis en avant est la transparence du processus. Comment Squarimo, votre plateforme, j'ai oublié de la présenter tout à l'heure, et vous m'en excuserez, garantit-elle que la compétition entre acquéreurs reste équilibrée et sécurisée? Alors, Squarimo, je voudrais le préciser, est une solution qui a construit tout son service autour d'une adhésion qu'on a portée à la Fédération des tiers de confiance du numérique. L'objectif, c'est clairement de créer le portail de demain, qui est un tiers de confiance pour la transaction immobilière. Et donc, cette transparence est garantie avec une visibilité sur des offres qui sont portées par différents candidats et un eurodatage, notamment, qu'on assure sur une offre qui est déposée en ligne sur une salle de vente virtuelle. Voilà, essentiellement. Alors, les ventes interactives, elles permettent une rapidité accrue dans la conclusion des transactions. Est-ce que vous avez des chiffres concrets à partager sur les délais de vente via votre plateforme par rapport à une vente classique? Oui, tout à fait. Alors, votre plateforme ou d'autres plateformes? Alors, je pourrais parler que de notre plateforme parce que la data n'est pas forcément partagée entre nos différents confrères, mais avec Squarimo, on arrive à quasiment vendre un peu plus d'un bien sur 3 en vente progressive, donc celle qui est assimilée à une enchère progressive classique, et plus d'un bien sur 2 dans le cadre des ventes libres, donc une vente classique par appel d'offres sans bloquer un vendeur sur un prix, avec des moyennes de commercialisation de 40 jours. Nos meilleurs partenaires, pour pas citer notamment un player, une agence qui est du côté de Corbeil-Essonnes, a réussi à vendre 5 biens sur 6 en moins de 30 jours avec la méthode. C'était des biens qui étaient usés, qui étaient dormants, et on a clairement redynamisé la commercialisation. Cette méthode, est-ce qu'elle permet de réellement d'obtenir un meilleur prix pour le vendeur, ou est-ce qu'on risque pas au contraire de voir des acheteurs frustrés par la surenchère de cette méthode en temps réel? Le meilleur prix pour le vendeur, c'est celui qu'il est prêt à accepter et qu'un acquéreur est prêt à formuler. Le prix d'un bien, c'est le prix qu'un acquéreur est capable de payer. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. On a de tous les cas. Bien évidemment, on vend jamais assez bien et généralement, les vendeurs veulent tenter le coup à un prix surévalué, mais le marché est pas là. Et donc, la réalité, c'est que ils se retrouvent à devoir faire une concession. Mais s'ils l'acceptent, c'est que c'est le bon prix. On a des très bons exemples avec un partenaire, notamment qui est du côté de Metz,
qui a eu un très très bon réflexe. Il a mis un bien, je vous raconte l'histoire, elle est assez sympa, un jeudi sur le Bon Coin. Il signe un mandat à 169 000 euros. Au montant de l'estimation qu'il avait faite, le vendeur, lui, pensait que son bien valait 155 000 euros. Comme quoi, les vendeurs ne sont pas philanthropes. Il met le bien le jeudi, il reçoit 17 appels. Il a retiré le bien du Bon Coin, il l'a organisé en vente progressive et il a vendu le bien en 4 jours à 205 000 euros. 32% au-dessus des attentes du vendeur. Donc, voilà, dans certains cas, ça fonctionne bien. Le tout, c'est d'être bien formé pour pouvoir appréhender la méthode et utiliser notre solution de la meilleure façon possible. Alors, certaines voix dans l'immobilier disent que les ventes interactives, ça marche mieux dans les zones, on va dire, tendues, hein, où la demande est peut-être plus forte que l'offre. Ça marche aussi dans les zones plus calmes ? En fait, moi, je vais vous poser la question comme ça. Si vous vendez un bien à Marc un jour et que je vous propose mes services en tant qu'agent immobilier, avec une solution qui intègre plus de transparence dans ma mission. Est-ce que vous refusez ? Question reste posée. Voilà. Je ne vous répondrai pas, Charles. D'accord. Et si je vous propose un mandat qui permet de vendre le plus cher possible, est-ce que vous refusez aussi ? Répondez. Écoutez, la vente interactive s'adapte à tout type de bien et quelle que soit, je dirais, sa configuration en termes de marché. Voilà. Quentin, vous venez d'annoncer très récemment, un partenariat avec Foncia. C'est un leader de l'immobilier en France. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce partenariat et comment il a été mis en place ? Comment il va être mis en place ? Alors, il a été mis en place depuis le début d'année. Pour information, on avait démarré une phase pilote en 2024 avec des personnes qui se sont portées volontaires pour pouvoir utiliser notre service. On a eu des très bons résultats. Il y a eu une volonté, je dirais, de Foncia au niveau du siège d'intégrer ce service à l'échelle nationale. Donc aujourd'hui, on a déployé notre solution auprès d'un peu plus de 300 agences du groupe pour couvrir quasiment les 1000 consultants, je dirais, de Foncia Transactions France. L'intérêt, si vous voulez, pour un groupe comme Foncia, qui est très digitalisé, c'est d'offrir tout simplement le meilleur des services à l'ensemble des mandants qui peuvent rencontrer sur le marché. Et Squarimo est la solution la plus complète. Et donc, ils nous ont choisi pour ça. Et voilà. Justement, qu'est-ce qui les a convaincus ? Tout simplement... En fait, des acteurs dans la vente interactive, il y en a quelques-uns. Bien sûr. Encore une fois, on a la solution la plus complète du marché parce qu'on ne fait pas que des enchères. On a un principe de vente libre qui fonctionne comme une vente classique. C'est ce qui nous différencie. Au-delà de ça, notre solution, encore une fois, tourne autour du contrôle d'identité et autour de finalement tous les référentiels de la FNTC. Ce qui les a convaincus, c'était tout simplement d'avoir aujourd'hui une corde à leur arc pour pouvoir mieux suivre leur mandat. L'année dernière, ils ont, je crois, souffert de mandats qui n'étaient pas suffisamment suivis avec des baisses de prix. L'objectif là, c'est de changer le rôle de l'agent immobilier et d'organiser une baisse de prix sans bloquer un vendeur pour pouvoir redynamiser la commercialisation. Quentin, votre société, ça fait quoi, moins de 3 ans que je la connais. On s'est lancé en février 2023. Voilà. Ouais. Vous êtes rentré avec ce partenariat dans une nouvelle dimension. Est-ce que vous avez d'autres projets qui arrivent avec d'autres réseaux immobiliers ? C'est à l'étude, mais je ne peux pas en parler. Donc, bien évidemment, certains on y travaille. Acheteurs sont réticents à l'idée d'acheter sous cette forme de vente, car ils ont peur que, comme on le disait tout à l'heure, la surenchère... elles ont peur de la surenchère. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer et les amener vers ce type de méthode ? Le gros avantage pour un acheteur, c'est pouvoir se repositionner en temps réel vis-à-vis effectivement d'un autre compétiteur qui pourrait y avoir sur le bien. Il faut comprendre une chose, c'est quand on organise une vente interactive avec un temps long de commercialisation, en général de 4 semaines, pour effectivement être dans notre proposition de valeur qui est de générer des offres dès le premier mois de commercialisation. Il faut savoir que l'acheteur, s'il fait une offre qui séduit le vendeur, peut tout à fait mettre fin à la vente parce que son offre est acceptée. Donc l'objectif, encore une fois, c'est... Est-ce qu'il y a des freins psychologiques encore toujours. Mettre un dossier de candidature avec une carte d'identité sur un site qui est encore peu connu, c'est un frein. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui bien capé au niveau de la FNTC. On assure un contrôle. On est très sécurisé. On a fait l'objet d'un audit avec Emeria, qui est l'associé, je dirais, de Foncia, et on a été très bien noté au niveau de la cybersécurité de notre site. Je pense qu'il y a beaucoup de pans
pensées limitantes et d'idées reçues. Et c'est en ça qu'on essaye d'évangéliser aujourd'hui les professionnels et de leur donner toutes les armes pour évangéliser le grand public. Squarimo, au travers de toutes les options, permet également d'organiser des ventes avec des offres qui peuvent être confidentielles. Donc ça peut être un moyen de proposer à un acheteur de ne pas servir de lièvre en inscrivant et gravant dans le marbre sa proposition. Votre rêve pour les années à venir, c'est que les ventes interactives remplacent finalement les ventes traditionnelles ? Oui, parce que je pense qu'on permet aujourd'hui de ne plus mettre en jeu l'intégrité des agents immobiliers. Donc on est vraiment un atout fort pour la profession. Mon avenir, il est clair, travailler avec 10 000 agences immobilières à horizon des 10 prochaines années pour pouvoir démocratiser ce type de vente. Merci beaucoup, Quentin Saint-Guilhem, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et c'est une petite révolution qui attend les propriétaires parisiens. À partir du 1er janvier 2026, la mairie de Paris va instaurer une taxe panoramique sur les fenêtres offrant une vue dégagée sur un monument ou un espace vert. Objectif affiché, financer la rénovation énergétique des bâtiments anciens et lutter contre les inégalités d'accès au logement avec vue. Plus la vue sera belle, plus la taxe sera élevée. Les propriétaires concernés recevront bientôt, a priori à partir de juillet 2025, une évaluation officielle, un avis de taxation de cette nouvelle impôt, de quoi donner un nouvel attrait aux appartements sur cour. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier ? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et retour dans le Club Imo. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, on répond à nos auditeurs. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui David Laval, fondateur d'123 Loger pour répondre, 123loger.com, pour répondre à nos auditeurs. Bonjour David. Bonjour Marc Ezrati. Alors David, on raconte... Est-ce que je peux d'abord réagir à l'info du jour ? Au 19e siècle, ça existait déjà. On avait inventé l'impôt sur les fenêtres. Ouais. Ça a super bien marché, les gens ont arrêté de faire des fenêtres dans les logements. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait fermé les appartements. David, on va commencer avec une question qui nous a été posée par Jacques, qui vit à Morsan-sur-Orge, en Essonne. Quand on cherche un logement à louer, on risque de tomber sur des fausses annonces qui veulent récupérer, en fait, tout simplement nos documents. Comment on évite la fraude à l'identité? Alors merci Jacques de mettre la lumière sur ce problème qui n'est pas forcément très connu, parce qu'effectivement donc sur les sites d'annonces immobilières, les propriétaires mettent des annonces. Ce qu'on sait moins, c'est qu'effectivement il y a des gens qui mettent des fausses annonces. C'est pas un sujet qui concerne que l'immobilier, il y a des fausses annonces de voitures, des fausses annonces de faux emplois. Et en fait, on sait souvent les fausses annonces immobilières, c'est pour prendre de l'argent. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elles peuvent également servir d'hameçon pour récupérer des documents. Et effectivement, quand vous faites un dossier de location, vous avez toute votre vie administrative dedans, et on peut s'en servir pour ouvrir un compte bancaire. Et du coup, c'est quoi les signes d'alerte qui doivent nous alerter quand un cas comme ça? Tout à fait. Les signes d'alerte, le premier, le loyer. C'est quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Donc voilà, donc les trucs qui sont sous-cotés, qui sont pas assez chers, on se dit c'est l'affaire du siècle, c'est sûrement plutôt l'affaire du siècle, c'est votre dossier de location. Ensuite, dans les interactions que vous allez avoir avec le propriétaire, c'est toujours la même chose, c'est toujours écoutez, je suis à l'étranger, on peut pas faire ça normalement, il va falloir que vous m'envoyiez vos documents. Voilà. Oui, donc on évite d'envoyer tout document avant une visite par exemple. Alors ça c'est plus compliqué du coup. D'abord, ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'envoyer un dossier de location au premier contact. Ça on le voit souvent, les gens qui disent, qui voient une annonce et tout de suite, paf, on envoie son dossier de location. Ça sert à rien, un propriétaire il reçoit 100 à 200 contacts, donc il va pas éplucher 100 à 200 dossiers. Et deux, en revanche, effectivement, on envoie ces dossiers dans la nature. En revanche, quand on a eu un premier échange au téléphone ou par mail avec le propriétaire
et que ça a l'air régulier, là on peut envoyer son dossier avec certaines précautions qu'on va détailler. Et à Paris, c'est comme ça que ça se fait en fait. C'est plutôt la norme. La moitié des locataires envoient le dossier avant la visite. Voilà, donc, D'accord. Donc essayer de résister à ça, c'est difficile. Quand on envoie ce dossier, finalement, on s'est rendu compte qu'on l'a envoyé à un faussaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir? Non, là c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard, il fallait agir avant. Donc il fallait effectivement défense passive, éviter les mauvaises annonces, ou défense active, votre dossier, vous ne l'envoyez pas n'importe comment. Et si vous ne l'avez pas envoyé n'importe comment, là vous avez des moyens d'agir. Et on conseille toujours, moi je dis toujours, vous n'envoyez jamais par email. Parce que quand vous avez par mail, vous ne pouvez pas récupérer l'email que vous avez envoyé. Donc vous pouvez plutôt essayer de le mettre sur un lien, pour faire un peu d'informatique, mais sur un lien cloud. Donc si vous êtes un peu geek, vous pouvez faire votre truc à vous. Ou vous pouvez utiliser des services qui empêchent le téléchargement. Vous mettez des filigrammes. Vous pouvez révoquer l'accès au lien que vous avez partagé. Ouais. Voilà. Donc ce qui fait que si après vous dites non, en fait, j'ai plus envie de donner accès, il n'y a pas de problème. Et si vous n'êtes pas très geek, vous pouvez utiliser un service qui est bien fait, qui s'appelle Dossier Facile. .fr, qui est un service gouvernemental, donc c'est bleu, blanc, rouge, vous êtes en sécurité, et qui vous permet d'avoir un lien que vous pouvez révoquer, et ils mettent automatiquement des filigrammes sur les documents. D'accord. On fait nous. On va rejoindre le standard de Radio J, puisqu'on a Christophe Demerson au téléphone, l'ex-président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui souhaite réagir à l'info qu'on a donnée précédemment. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Marc Ezrati. Alors, cette annonce qu'on a faite tout à l'heure sur cette future taxe que prévoit la mairie de Paris, ça vous fait réagir? On peut réagir. Déjà, je vois que vous êtes à la pointe de l'information, Marc. Et on peut dire que d'un autre côté, venant de la mairie de Paris, tout est possible. On a eu l'expérience de l'encadrement des loyers. On a le bon taux fiscal, mais aujourd'hui, cette annonce me surprend sans me surprendre parce que, regardez, il y a 2 ans, on vous aurait dit plus 60% d'impôts fonciers. Est-ce que vous aurait rigolé. Vous auriez cru? On aurait parlé. Et vos auditeurs, ils auraient hurlé de rire. Oui, c'est pas pour la caméra cachée, docteur, c'est un vrai. Et on a eu plus de 60% d'impôts fonciers. Maintenant, on a la taxe sur les logements vacants. On traque les propriétaires, et le terme traquer, il n'est pas mis au hasard. On peut dire qu'on traque pour les propriétaires, y compris pour leur résidence principale. Si un malheureux étudiant a le malheur de sous-louer, il peut être traîné au tribunal des années. Donc aujourd'hui, avec la mairie de Paris, tout est possible. Donc vous parlez, de toute façon, pour vous, c'est toujours un ras-le-bol fiscal, si je comprends bien votre propos. Le ras-le-bol fiscal, on y est. D'ailleurs, on voit le délire fiscal, dites-vous régulièrement. Oui, on voit les résultats. Regardez, essayez de trouver un appartement à louer à Paris. Quel auditeur n'a pas un enfant ou un ami qui cherche à se loger aujourd'hui à Paris? Et regardez comment c'est compliqué. Oui, mais quand on s'amuse à détruire l'offre locative, à décourager les propriétaires, j'allais dire malheureusement, on n'a que le fruit de ce que l'on récolte. Merci beaucoup Christophe Demerson, avec grand plaisir pour vous recevoir prochainement dans le Club Imo. On va reprendre notre conversation avec David Laval, fondateur de 123loger.com, pour continuer à répondre aux auditeurs de Radio J. Alors on a une autre question qui est arrivée, David, elle nous est posée par Anne qui habite à Paris. J'habite à Paris, le loyer est plafonné, pourtant je paye mon logement plus cher que le plafond du loyer. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors c'est compliqué parce que on va être obligé de faire un tout petit peu de droit. Donc le plafonnement du loyer, donc le concept de plafonnement, c'est un montant que vous n'avez pas le droit de dépasser. C'est un montant fixe. En fait, ce qu'il faut d'abord vérifier, c'est pas sûr que le propriétaire soit vraiment entre guillemets en infraction, parce que la loi est ainsi faite que en fait, elle est facile à contourner. Pardon, je vais vous expliquer comment. En fait, le locataire il paye un loyer de base qui lui est plafonné. Donc vous pouvez vérifier votre loyer de base. Il y a des sites édités par la mairie de Paris, et le plafonnement il est aussi à Pleine Commune et à Est Ensemble.
donc Saint-Denis et Montreuil. Saint-Denis, Villetaneuse. Et exactement. Et donc, en revanche, le locataire, il va également payer, dans ces zones-là, on a créé un concept qu'on appelle le complément de loyer. Donc, le complément de loyer, c'est ce que le propriétaire va demander, parce qu'il a des beaux équipements premium dans l'appartement. Parce qu'on a une vue sur un parc ou la Tour Eiffel. Comme ça, tout le monde est taxé, c'est ça. Et là, en fait, voilà, vous avez compris, c'est beaucoup plus subjectif. Donc ça, c'est vraiment le talon d'Achille. Et en fait, l'ensemble complément de loyer et loyer de base fait ce qu'on appelle le loyer total. Donc si votre auditeur il regarde le loyer total, il se dit c'est plus que le montant plafonné, non, en fait il faut qu'il regarde le loyer de base et qu'il regarde si le loyer de base respecte le plafonnement. Désolé pour la complication, mais elle est importante. Donc en gros c'est légal. Alors c'est légal pour un propriétaire. Si le propriétaire il a mis son complément, il a mis son loyer de base au plafond et qu'il a mis un complément de loyer, et que ce complément de loyer est justifié, alors là on rentre dans le domaine du subjectif, effectivement il respecte la règle. Alors Anne poursuit sa question en demandant est-ce qu'elle peut malgré tout contester son loyer même plusieurs mois après l'entrée dans les lieux. Alors elle peut contester le complément de loyer, si elle se rend compte en lisant son bail que le loyer de base, elle peut contester le loyer de base. Si elle voit dans son bail que le loyer de base est vraiment supérieur au plafond, ça c'est vraiment que le propriétaire il a mal contourné la loi, pardon de le dire comme ça. Et donc là effectivement elle peut le faire pendant toute la durée du bail. Et elle peut contester le complément de loyer, là elle a 3 mois pour le faire, donc là autant dire que c'est l'autre talon d'Achille, c'est que on n'a pas le temps de se rendre compte que voilà. Et là elle a 3 mois pour le faire. Concrètement, on s'adresse à qui ? À la mairie, préfecture, commission de conciliation ? Alors, moi, d'abord, en fait, avoir un truc complètement humain, c'est qu'on va d'abord essayer de le faire à l'amiable. Donc, on appelle son propriétaire. Voilà, on appelle son propriétaire, on dit, écoutez, je viens de relire le document, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, la deuxième étape, c'est de passer, il y a des commissions de conciliation qui sont eux-mêmes des procédures amiables, où là, voilà, il y a des commissions avec des espèces de juges, c'est un peu comme un tribunal de proximité, c'est une procédure de conciliation. Ça va rarement au-delà, en fait. On voit rarement des cas où les gens vont vraiment après, derrière, soit parce qu'ils ont trouvé la solution avant, soit parce qu'ils se sont découragés. Voilà. Donc la procédure, en fait, elle est amiable. David, on a une dernière question. On vient un petit peu à ce qu'on disait en première question. C'est Ethan qui nous la pose. Il habite à Charenton-le-Pont. Faut-il envoyer mon dossier de location avant ou après la visite ? Très bien. Revenons un petit peu. Répétition égale apprentissage. Donc, on n'envoie jamais son dossier en premier contact. Voilà, jamais. Enfin, je le répète parce qu'en plus, nous, on le voit. Des gens qui nous envoient des fois des emails avec « Tenez, j'aurais un appart, voilà mon dossier. Oui, mais on leur répond, on essaie de les éduquer. Ne faites jamais ça. On peut imaginer qu'ils le font vraiment trop. Et en revanche, on peut le faire après des premiers échanges. On est en confiance. Donc, à l'inverse. Avant la visite. La moitié des Parisiens le font comme ça. Donc, vous pouvez pas. Alors, si on attend après la visite, est-ce qu'on passe pas est-ce qu'on risque pas de passer à côté du logement ? Ça, c'est l'inquiétude. Oui, alors, il vaut mieux passer à côté du logement que de se retrouver avec une fraude d'identité. Voilà. Merci beaucoup, David Laval, fondateur de 123loger.com. Merci encore à vous, Quentin Saint-Guilhem, fondateur de Square Imo, d'avoir participé à l'émission. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05, toujours sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.